Bonjour, chronique essai aujourd'hui, essai sur le cinéma et le cinéma japonais et le cinéma d'horreur avec Introduction to Japanese Horror Film de Colette Balmain. Donc oui, c'est en anglais, c'est paru aux Edinburgh University Press en 2008, réédition 2017-2013 et ça fait un petit peu plus de 200 pages. Introduction to Japanese Horror Film de Colette Balmain, à n'en pas douter, est une conséquence académique de l'engouement passager au tournant du millénaire pour ce que l'on a appelé la J-Horror, sur la base de quelques succès japonais inattendus dans la foulée du Ring de Nakata Hideo, jusqu'à ce que la vague retombe à force de mauvais remakes américains, et bon, sans doute aussi d'un essoufflement du genre au Japon même, à force de variations, qui ne faisait même plus l'effort de se dissimuler un chouïa. Je suppose que la K-Horror a pu aussi y avoir sa part. Mais ce livre est donc exactement ça, une introduction, pas une somme. Ce qui est parfois un peu frustrant, notamment parce que cet ouvrage n'analyse véritablement qu'assez peu de films, chaque chapitre se focalisant sur 3-4 métrages jugés pertinents, ce qui n'est pas nécessairement lié à la qualité intrinsèque des 10 métrages. Ma foi, les introductions ont leur utilité, mais est-ce une bonne introduction? Je suis partagé, parce que si ce livre présente à mes yeux certaines qualités qui en ont fait une lecture que j'ai globalement trouvée intéressante et en tout cas agréable, il est indéniable qu'il présente certaines failles qui peuvent aller jusqu'à mettre en cause sa crédibilité. Et au premier chef, je suppose que l'autrice, senior lecturer in film at Buckinghamshire New University, n'est pas japonisante. Ce qui en soi n'a bien évidemment rien d'une tare. Le problème, c'est que ça l'amène à commettre quelques erreurs, à même de faire hausser le sourcil, même à une tanche ramant en deuxième année tel que votre serviteur. Il y a un indice de tout cela dans la transcription systématiquement erronée, donc pas simplement coquillée, de concepts qui peuvent avoir une certaine importance. Par exemple, Shakai Mono est systématiquement rendu par Shakyamon ou Tatemae par Tateme. En soi, ce n'est pas dramatique, je suppose, juste pas très sérieux. Ce qui est plus gênant, c'est que certains de ces concepts sont mal compris. Ainsi, de la distinction entre l'intérieur Uchi et l'extérieur Soto, ce qui, plus gênant encore, amène l'autrice à formuler ou à reprendre en fait des généralisations abusives sur la culture japonaise et la perception du monde par les Japonais, en l'espèce avec une théorie sur le soi et l'autre qui prétend emprunter à ces concepts, mais tout autant à la grammaire du japonais, à ceci près qu'elle les déforme jusqu'à en extraire au forceps des conséquences très très contestables. Ici par exemple sur la base de l'absence de pronoms dont Colette Balmain dérive une confusion de la première et de la deuxième personne, déterminante dans le rapport à l'autre, qui serait forcément différent de ce que nous connaissons en Occident. Et pointe derrière tout cela un risque que l'autrice perçoit bien pourtant, mais qui multiplie les avertissements à ce propos, mais tombe malgré tout dans le piège. Colette Balmain emprunte à l'idée d'orientalisme notamment et évoque en passant quelques nypologies en sens inverse, ce qui devrait constituer autant d'illustrations de ce que la tendance à vouloir opposer en l'espèce le Japon et l'Occident risque de réduire le premier à une image d'Épinal, si j'ose dire, réductrice et biaisée à force de colportage des mêmes idées reçues sur la société japonaise. Ce qui était bien compréhensible chez Ruth Benedict en 1945 est sans doute moins acceptable au XXIe siècle. Il n'est certes pas facile de se débarrasser de ce genre de prénotions, et par ailleurs, gommer toutes les différences dans une optique universaliste ne ferait pas plus sens qu'un culturalisme un peu outrancier, ne voulant voir que ces mêmes différences en gommant les similitudes ou les rapprochements. Le discours doit être nuancé. Parfois Colette Balmain y parvient, dans les grandes lignes du moins. L'évocation du gothique d'Edo patine parfois un peu, mais offre une piste de recherche comparatiste intéressante, tandis que la remise en cause d'une sorte de primat de la psychanalyse dans l'horreur occidentale débouche sur des développements qui me paraissent pertinents. La réflexion récurrente sur la désintégration de la structure familiale, l'autrice parle beaucoup du système lié, mais toujours dans une optique bien plus large, elle ne le lie pas initialement à la maison, ou même à vrai dire à la famille. Cette réflexion donc me paraît difficile à contourner par ailleurs, même si elle est riche de clichés potentiels. D'autres approches éventuellement liées, comme celle opposant féminisme et patriarcat, j'y reviendrai, ou l'idée d'aliénation due à la modernité dans le registre de la techno-horreur, produisent des réflexions plus ou moins pertinentes, je suppose. Cela relève davantage de la casuistique, ici ok, là un peu moins. Le problème, c'est que, sous-tendant ces discours, il y a donc des généralisations abusives, à la manière des nypologies. Ceci étant, ce qui manque peut-être à l'autrice ici, au-delà d'une expérience plus concrète de la société et de la culture japonaise, dont je ne peux pas me targuer moi-même, c'est aussi une certaine distance. Car c'est après tout la raison d'être de ces Nihon Jinron. Elle constitue un discours des Japonais sur eux-mêmes. Le succès de ces théories auprès du public japonais justifie assurément qu'elles transparaissent dans les films japonais. Et avec une certaine distance, donc, leur examen serait sans doute riche d'enseignements, dans une optique, disons, de sociologie des représentations.
Le problème, c'est de les prendre au pied de la lettre, parce que connotés positivement ou négativement, ou même prétendant faussement, dans la très grande majorité des cas, à la neutralité, un stéréotype reste un stéréotype. Le livre est divisé en deux grandes parties, un plan qui m'a paru plus ou moins convaincant. Dans la première, l'autrice traite des origines du cinéma d'horreur contemporain, que la deuxième partie étudie au prisme des divers sous-genres de l'horreur. Mais la limite est éventuellement floue entre les origines et le contemporain, a fortiori dans la mesure où la seconde partie, avec son classement par genre, aurait finalement pu intégrer les développements de la première partie concernant le gothique d'Edo ou les Pinkoega fantastiques. J'ajouterais que la délimitation de ces derniers est particulièrement problématique, outre que leur examen aurait pu faire sens au moins de manière parallèle quand on en arrive notamment au film de Rape Revenge. Mais à vrai dire, je n'ai guère envie de m'attarder sur la première partie. Le champ des origines en fait un nid à clichés, et très très peu de films sont étudiés ici. Et notamment rien d'antérieur aux années 50. C'est fâcheux pour des origines, même si nombre de films antérieurs à la guerre ont disparu, certes. Même au-delà, il n'y a pas grand-chose. Moi qui étais curieux d'un certain cinéma fantastique contemporain du Kwaidan de Kobayashi Masaki, je n'ai pas eu grand-chose à me mettre sous la dent. Enfin, n'exagérons rien, on évoque bien 3 ou 4 classiques que je ne connais pas le moins du monde. Le point d'orgue de ses origines réside dans une analyse comparée, pas hyper convaincante à mes yeux, de Godzilla de Honda Ishiro et des Contes de la Lune Vague après la pluie de Mizoguchi Kenji. Si, comme deux symptômes de la crainte de la modernité et de la désintégration de la structure familiale et de l'individualisme et des nouveaux rapports entre les hommes et les femmes, etc. Ouais. Au-delà, l'idée d'un gothique d'Edo me parut intéressante dans une perspective comparatiste, mais l'examen des histoires de fantômes érotiques, matière dont je ne sais absolument rien certes, ne m'a pas convaincu non plus. Bof bof au mieux. Heureusement, la deuxième partie me paraît plus intéressante, qui examine le cinéma d'horreur japonais contemporain au prisme de 5 sous-genres, eux-mêmes susceptibles de nouvelles subdivisions. Genre est à vrai dire un terme ambigu ici, en français veux-je dire, car l'autrice, dès la première partie, multiplie les analyses issues de la réflexion féministe sur le patriarcat et l'oppression des femmes. Il est vrai que le cinéma d'horreur constitue un champ privilégié de cette réflexion. Il a comme un problème avec les femmes, parce que les hommes qui font ces films et qui les regardent consomment ont un problème avec les femmes. Coupable votre honneur, supposais-je. Dans le cas du cinéma japonais, la place essentielle dans le genre fantastique horrifique de la femme lésée, wronged woman, est ainsi régulièrement soulignée, avec des associations éventuelles comme la mère qui se sacrifie, etc. La simple formulation de ces deux approches du féminin dans le fantastique japonais évoque aussitôt des images, mettons, de Ring et de Darkwater de Nakata Hideo, qui lie les deux thèmes à la mère des missionnaires, même si je crois que Colette Balmain est un peu trop schématique quand elle analyse ses films, car ses personnages féminins sont très forts, et la critique sociale dans ces films n'est certainement pas prioritairement à leur charge. Ce discours me paraît plus ou moins pertinent selon les différentes parties de l'ouvrage, même si généralement plutôt plus que moins. Mais j'ai particulièrement apprécié cette approche dans l'analyse du genre Rape Revenge, où elle s'accompagne de considérations plus vastes sur la réflexion féministe au regard de la pornographie. Une réflexion très diverse que l'autrice reprend avec un appréciable sens de la nuance. Je crains toutefois que Colette Balmain ne se focalise un peu trop sur les codes du Rape Revenge américain, et que l'analyse concernant le cas japonais aurait pu ou dû être davantage poussée, et peut-être donc l'examen du Pinkoega fantastique de la première partie aurait-il donc davantage fait sens ici. Nombre des films étudiés, même extrêmes, sont à leur manière des Pinkoega, j'ai l'impression. Par ailleurs, le lien entre l'horreur et l'érotisme, dont un Nakata Hideo entre autres a souvent témoigné, aurait sans doute justifié quelques développements plus abstraits. D'autant qu'un autre écueil de ces analyses est parfois celui de la paraphrase. Cette approche revient ultérieurement, notamment quand l'autrice se penche sur les films de serial killers, stalkers, slashers, mais peut-être avec un effet moindre. Cette catégorie est pertinente par ailleurs, mais le besoin de subdivision apportant quelque chose d'éloquent. Certes, il y a un monde entre La vengeance est à moi de Imamura Shohei, qui n'a rien d'un film d'horreur, et les variations contemporaines sur le American Slasher Psycho, au point où l'association des thèmes montre bien vite ses limites. Ceci sans même prendre en compte le rôle ou pas du surnaturel dans ces tueries. En même temps, la distinction entre stalker et slasher ne me parle pas vraiment. La catégorie du survival m'aurait paru plus utile, mais certes, elle recouvre par essence bien des sous-genres de l'horreur. Dont, bien sûr, celui des zombies, logiquement associé au cannibale dans le présent ouvrage, qui n'opère par contre pas, sauf erreur, la distinction classique, mais plus ou moins pertinente, entre les morts vivants et les infectés. Bon, visiblement pas grand chose à voir ici. J'ai pris mon pied devant le si cool, voire super flat et crétin Versus de Kitamura Ryuhei,
mais les films ici développés visent clairement plus le rire que la peur, et même s'ils ne sont pas toujours exempts de critiques sociales, bon, c'est pas vraiment du Romero, quoi. Restent deux sous-genres qui me paraissent bien plus typiques de la J-horror, même si quelques titres fameux du registre ont été traités dans les trois catégories précédentes, ainsi Audition de Miike Takashi associé au Rape Revenge, ce qui ne me paraît pas si évident, mais je ne l'ai vu qu'une seule fois il y a très longtemps. Donc ces deux sous-genres qui restent sont les films de maison hantée et ceux de techno-horreur. Un champ d'autant plus périlleux en même temps, car ces films sont particulièrement propices aux lectures concernant la désintégration de la structure familiale dans le premier cas, les angoisses suscitées par la modernisation et corollaire récurrent, la montée supposée de l'individualisme dans le second. Comme dit plus haut, Colette Balmain s'en sort donc plus ou moins bien selon les films étudiés. Mais ces chapitres ont aussi quelque chose de très révélateur dans la mesure où ils mettent particulièrement en lumière les formules de la J-horror. La discussion sur les sous-genres aurait sans doute pu être poussée un peu plus loin. Je tends à croire que certaines analyses transversales auraient pu faire sens. J'ai cité tout à l'heure le survival, mais cela pourrait être vrai également de la science-fiction, mettons. La place essentielle accordée à Godzilla dans la première partie, ses suites ne sont pas au sommaire, ce qui n'est sans doute rien que de très légitime, ne débouche à cet égard sur rien, même si quelques films ça et là, dans le registre zombie ou techno-horreur, par exemple le Kairo de Kurosawa Kiyoshi, auraient pu susciter quelques développements intéressants, je crois. Je note aussi l'absence du cinéma d'animation dans ces pages, mais là je suis vraiment trop ignare pour en dire plus et juger de la pertinence ou non de cette exclusion. Bilan assez mitigé donc pour cet ouvrage qui pour le coup m'a un peu déçu. J'espérais quelque chose de plus assuré, de plus carré. Or le résultat final s'avère d'un intérêt très variable. Globalement la première partie m'a laissé sur ma faim. La seconde est plus intéressante à mes yeux, et certains angles d'approche m'ont paru tout à fait convaincants, par exemple concernant le Rape Revenge. La mise en avant des femmes lésées et des mères qui se sacrifient paraît fertile, si le discours essentialiste sous-jacent implique de manipuler ces figures avec précaution. Ce que ne fait pas toujours Colette Balmain ici, qui succombe parfois aux oppositions faciles et aux clichés. C'est dommage parce qu'en d'autres cas, elle fait preuve d'un appréciable sens de la nuance. Le point positif, c'est que cette lecture m'a donné envie de voir ou de revoir certains films, c'est toujours ça de prix. J'ai cru comprendre qu'une deuxième édition devait paraître sous peu. J'espère qu'elle reviendra sur quelques faiblesses de celle-ci, sans en être bien convaincu.